Le tic-tac de l'horloge murale emplissait le silence du petit salon de la famille Carter. Émilie était assise en tailleur sur le canapé usé, les mains enroulées autour d'une tasse de thé ébréchée qu'elle ne parvenait pas à boire. Dehors, le vent hurlait. À l'intérieur, la réalité criait plus fort. La voix de sa mère tremblait au-dessus de la pile de factures impayées étalées sur la table. Je ne sais plus quoi faire, Émilie. J'ai pris un service de nuit au restaurant. C'était son 3e emploi. Émilie déglutit difficilement. Maman, tu ne peux pas continuer à te surmener comme ça. Je n'ai pas le choix. Les factures d'hôpital de ton père n'attendront pas. Et les frais de scolarité de Michael. Je vais trouver une solution. La voix d'Émilie était calme, mais son cœur se brisait dans sa poitrine comme une marée déchaînée. Sa mère leva les yeux, rougie par les larmes et l'épuisement. Tu as déjà tant sacrifié. Tu n'as même pas fini l'université à cause de nous. Je trouverai un moyen, répéta Émilie en se levant brusquement. Je le dois. Le moyen la trouva. 3 jours plus tard, dans la salle de pause de l'hôtel où elle faisait le ménage pendant la journée, un homme en costume noir l'approcha. La quarantaine, cheveux poivre et sel, une présence qui n'avait rien à faire au milieu des serpillères et des distributeurs automatiques. Émilie Carter, demanda-t-il d'une voix basse et précise. Elle cligna des yeux. Oui. Il lui tendit une carte de visite. Vierge, à l'exception d'un seul nom, Charles Whitmore. Je représente une famille avec une affaire délicate, dit-il. Une affaire qui pourrait résoudre tous vos problèmes financiers. Émilie haussa un sourcil. Pardon? Charles ne sia pas. Nous sommes au courant de l'état de votre père. De la dette. Du surmenage de votre mère. De l'avenir de votre frère. Elle se raidit. Comment? Nous faisons nos recherches. Et nous sommes prêts à aider. Toutes dépenses payées. Facture d'hôpital. Frais de scolarité. Même une allocation mensuelle pour vous et votre famille. Émilie rit, un son sec et amer. Bien sûr. Et en échange, quoi? Mon âme? Il ne sourit pas. Juste votre main en mariage. L'air se vida de la pièce. Je suis désolé, quoi? Un mariage. Avec mon neveu. Il est légalement aveuglé et a besoin d'une épouse pour des raisons familiales. Vous vivriez avec lui pendant 6 mois, sous contrat. Cela resterait confidentiel. Émilie le dévisagea, la bouche entr'ouverte de choc. Ce n'est pas une blague. Il lui tendit une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouve un accord légal. Examinez-le. Il n'y a pas de piège, pas de conditions cachées. Vous êtes libre de partir après 6 mois. En retour, vous serez généreusement dédommagé. Elle ouvrit l'enveloppe avec des doigts tremblants. Elle ne comprenait pas la moitié du jargon juridique, mais les chiffres, eux, étaient réels. À quel point est-il aveugle? Demanda-t-elle doucement. Complètement. Mais il est autonome. On prendra bien soin de vous. Émilie le regarda, essayant de lire au-delà de son expression. Pourquoi ne pas trouver quelqu'un qu'il connaît? La voix de Charles s'assombrit. Il ne veut personne qu'il connaît. Il veut de la distance. Pourquoi moi? Parce que vous avez besoin de nous. Et nous avons besoin de quelqu'un qui ne posera pas de questions. L'estomac d'Émilie se noua. Et si je dis non? Vous êtes libre de le faire. Mais je pense que vous direz oui. Elle hésita, le cœur battant à tout rompre. Combien de temps ai-je? Charles regarda sa montre. La cérémonie est demain. Cette nuit-là, Émilie était assise seule dans sa chambre, fixant à nouveau le contrat. La photo de son père reposait sur la table de chevet avant l'AVC, souriant, plein de vie. Maintenant, il la reconnaissait à peine. Les agents de recouvrement avaient recommencé à appeler. L'université de Michael menaçait de le renvoyer pour frais impayés. Sa mère avait l'air d'avoir 20 ans de plus. Et voici une issue. Une bouée de sauvetage. Un moyen d'arrêter de se saigner juste pour survivre. Elle se mordit la lèvre. Quel genre de personne épouse un inconnu pour de l'argent, murmura-t-elle. Puis elle se répondit à elle-même, une fille. Une sœur. Quelqu'un qui en a assez de voir sa famille se noyer. D'une main tremblante, elle prit le stylo. Elle signa.
Le lendemain matin, une élégante voiture noire attendait devant son appartement. Charles en sortit, ouvrant la portière comme un majordome silencieux d'un rêve dont elle ne se souvenait pas s'être endormie. « Vous faites le bon choix », dit-il alors qu'elle se glissait sur le siège en cuir. « Ne prétendons pas que j'en avais un », répondit-elle en regardant par la fenêtre. Le trajet fut long. Ils traversèrent des quartiers, des banlieues, puis des arbres, des bois épais qui avalaient les routes. Finalement, ils atteignirent un grand domaine caché derrière de hautes grilles en fer. Émilie resta bouche bée tandis que les grilles s'ouvraient lentement. Le manoir ressemblait à quelque chose sorti d'un drame historique, murs de pierre, hautes colonnes, lierre grimpant le long des bords. « C'est ici qu'il vit ?» demanda-t-elle. Charles se contenta de hocher la tête. Le vent chuchotait à travers les hautes grilles de fer alors qu'Émilie sortait de la voiture, sa robe blanche frôlant l'allée de gravier. Le manoir se dressait devant elle comme une scène d'un conte de fées gothique, grandiose, froid et étrangement silencieux. Un majordome aux gants gris la conduisit à l'intérieur sans un mot. Elle s'attendait à moitié à une foule. Des invités. De la musique. Des rires. Au lieu de cela, on l'emmena dans un petit salon aux fenêtres cintrées et à la lueur vacillante des bougies. Une cheminée crépitait doucement. Un prêtre attendait au fond de la pièce. Charles se tenait d'un côté, un élégant classeur en cuir à la main. Et là, devant la cheminée, se tenait le marié. Grand. Rigide. Costume noir sur mesure, cheveux de jet peignés en arrière. Une canne à pommeau d'argent reposait contre le fauteuil à côté de lui. Il restait de dos. Émilie déglutit difficilement. Ça arrive vraiment. Charles lui fit un signe de tête vers l'allée. Vous êtes prête ? Je n'ai même jamais vu son visage, murmura-t-elle. Vous ne l'oublierez pas quand vous le verrez, murmura Charles de manière énigmatique. Elle commença à descendre l'allée, seule. Pas de musique. Pas de fleurs. Pas de voile. Quand elle l'atteignit, il ne se retourna pas. Le prêtre commença. Vous, Emily Grace Carter, prenez-vous cet homme pour ? Oui, dit-elle rapidement. Finissons-en. Le prêtre se tourna vers le marié. Et vous, Lucas Alexander Hill ? Oui, répondit-il froidement. Sa voix était douce, profonde et complètement illisible. Les alliances échangées, une délicate bande de platine pour elle. Pour lui, un anneau noir mat qu'il ne regarda même pas. Il le glissa avec une aisance consommée. Vous pouvez maintenant. Inutile, l'interrompit Lucas. Nous avons terminé. Le prêtre bafouilla mais hocha la tête. Alors je vous déclare maintenant mari et femme. Lucas tendit la main sans se retourner. Viens. Émilie hésita, puis plaça sa main dans la sienne. Elle était chaude. Forte. Mais distante. Il la conduisit sans un mot à travers des couloirs sinueux et jusqu'à un large escalier en marbre. Chaque recoin du domaine était impeccable, ancien et d'une élégance obsédante. Votre chambre est au bout du couloir, dit-il enfin. Des chambres séparées ? Je ne suis pas ici pour la romance, répondit Lucas platement. C'est un contrat. 6 mois. En échange, votre famille est prise en charge. Émilie l'étudia. Pourquoi faites-vous ça ? Il se tourna légèrement, lui permettant de voir son visage pour la première fois, pommettes saillantes, mâchoire sculptée, mais ses yeux. Distants. Froid. Le genre de regard qui transperce et esquive à la fois. Sauf qu'il ne la regardait pas. Il ne regardait nulle part. Elle réalisa, il est vraiment aveugle. Je n'ai pas besoin d'une partenaire, dit-il doucement. J'ai besoin de paix. Et de quelqu'un qui ne posera pas de questions. Que attendez-vous de moi, alors, demanda-t-elle. Votre silence, dit-il. Et votre loyauté. Le souffle d'Émilie se coupa. C'est tout ? Il pencha la tête. Pouvez-vous faire ça ? Oui. Bien. Sur ce, il s'éloigna, sa canne tapotant doucement le sol. Le lendemain matin, Émilie erra seule dans le domaine. Les domestiques la croisaient sans la regarder dans les yeux. Tout le monde était poli, mais froid. Distant. Comme si elle n'était pas vraiment sa femme, juste quelqu'un qu'on leur avait ordonné de tolérer. La maison était un labyrinthe, au plafond, lustres anciens, bibliothèque qui sentait les vieux secrets.
Alors qu'elle explorait un couloir baigné de soleil, quelque chose sur une étagère poussiéreuse attira son attention. Une vieille photographie. En noir et blanc. Au bord délavé. Elle montrait un jeune garçon, peut-être 10 ans, debout entre deux grands hommes vêtus d'uniformes de cérémonie. Épaulettes dorées. Médaille. Et au bas du cadre, à peine visible, se trouvait un petit sceau royal gravé en or. Émilie se pencha plus près. Est-ce une couronne? Une main lui arracha la photo. Elle sursauta, se retournant. Lucas se tenait là, l'expression illisible. Je ne voulais pas fouiner, dit-elle rapidement. J'ai dit pas de questions, l'interrompit-il, sa voix ferme mais pas colérique. Je n'en posais pas. Si. Ne retournez pas dans cette aile. Elle fronça les sourcils. Pourquoi cachez-vous qui vous êtes? Il s'avança, sa présence soudainement intimidante malgré sa cécité. Je vous ai engagé pour être silencieuse. Pas curieuse. Émilie croisa les bras. Je suis peut-être pauvre, monsieur Hill, mais je ne suis pas stupide. Cette photo, il y avait un sceau dessus. Vous n'êtes pas seulement riche. Vous êtes autre chose. Il marqua une pause, son visage se durcissant. Restez en dehors des choses qui ne vous concernent pas, Émilie. Moins vous en saurez, plus vous serez en sécurité. En sécurité. Avant qu'elle ne puisse demander ce que cela signifiait, il se tourna et s'éloigna. Plus tard dans la soirée, elle s'assit seule dans l'immense salle à manger. Un dîner silencieux fut placé devant elle par une servante qui ne parlait pas. Elle jeta un coup d'œil à la nourriture, l'appétit perdu. C'est alors qu'elle l'entendit, de faibles voix provenant du couloir juste derrière la porte cintrée. Son Altesse est dans le salon de musique, chuchota une servante. Il n'a pas touché un piano depuis des années, répondit doucement une autre. Depuis l'incendie. Émilie se figea. Son Altesse. Elle se leva lentement, se dirigeant vers le couloir, mais les voix avaient disparu. Elle se tourna vers le salon de musique. Sa main plana près de la poignée. Puis elle l'entendit. Une seule note sur un piano à queue. Puis le silence. Elle recula. De retour dans l'ombre. Cette nuit-là, allongée dans son lit et fixant le plafond orné, les pièces du puzzle tourbillonnaient dans son esprit. Lucas Hill. Un reclus aveugle dans un domaine aux allures de palais. Un sceau royal. Des domestiques l'appelant, son Altesse. Un incendie. Un passé dont personne ne voulait parler. Elle pensa à sa voix, à la façon dont il ne lui faisait jamais tout à fait face, à la façon dont il tenait tout à distance. Que cachait-il? Et plus important encore, dans quoi venait-elle de se marier? Émilie écarta les lourds rideaux de velours de sa chambre, révélant un ciel gris et des jardins brumeux qui s'étendaient vers les bois lointains. Même en plein jour, le domaine semblait appartenir à un autre siècle. Silencieux. Froid. Observateur. Elle était là depuis 3 jours, et elle n'avait toujours pas vu de voisins, de ville, ni même d'aller au-delà de la grille. C'était comme si le manoir existait dans une poche hors du temps, caché du monde. Et elle était piégée à l'intérieur. Pas de téléphone. Pas d'ordinateur portable. Le vieux majordome, Harris, lui avait gentiment pris son téléphone la première nuit avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Le maître préfère l'intimité. Ces questions avaient été accueillies par un silence poli. Même les servantes ne bavardaient pas. Au petit déjeuner, Lucas était assis à l'autre bout de la longue table à manger, son café noir intact. Il portait un pull bleu marine, les manches retroussées, les doigts tapotant légèrement la table en rythme. Toujours précis. Toujours immobile. Il ne portait jamais de lunettes de soleil. Ses yeux gris et voilés n'étaient pas gardés, non pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'il s'en fichait. « Bonjour », dit-elle doucement. Il ne répondit pas. Elle se mordit la lèvre. « Mangez-vous habituellement seul ?» Lucas pencha légèrement la tête. « Oui. Je peux manger ailleurs, si vous préférez. Vous êtes ma femme, Émilie. Votre place est ici. C'est le contrat. Je ne voulais pas dire. Vous posez beaucoup de questions, murmura-t-il. La plupart des gens dans cette maison ont appris à ne pas le faire. Voilà encore, cette froideur derrière chaque mot. Émilie piqua ses œufs. J'essaie juste de comprendre l'homme que j'ai épousé.
Lucas sourit faiblement. Comprendre mène à la curiosité. La curiosité mène aux ennuis. Cet après-midi-là, elle ira de nouveau dans le salon de musique. La lumière dorée se déversait à travers les vitraux. Un immense piano à queue se tenait au centre de la pièce comme une bête endormie. Sans poussière. Poli. Lucas était déjà assis là, les doigts en position. Elle s'arrêta sur le seuil. Je ne voulais pas interrompre. Vous ne l'avez pas fait, dit-il, sans se retourner. J'attendais le silence. Il pressa la première touche. Une note grave résonna. Puis une autre. Et puis, soudain, une mélodie. Douce, mélancolique, superposée comme la pluie qui frappe une vitre. C'était le chagrin, la mémoire et la solitude tissées dans chaque accord. Émilie s'approcha, stupéfaite. Vous jouez comme si vous pouviez voir les touches. Je n'ai pas besoin d'yeux pour me souvenir, dit-il tranquillement. Vous êtes incroyable. Lucas ne réagit pas au compliment. Ma mère m'a appris. Avant de mourir. Émilie s'assit sur le bord d'un fauteuil voisin, prenant soin de ne pas parler par-dessus la musique. Quand il s'arrêta enfin, ses doigts restèrent suspendus. J'ai été aveuglé dans un accident de voiture, dit-il à voix basse. Il y a 3 ans. Les médecins ont appelé ça un accident. Je sais la vérité. Émilie cligna des yeux. Vous pensez que c'était intentionnel? Je ne pense pas, répondit-il. Je sais. Plus tard, dans l'allée où personne ne semblait se soucier de ses allées et venues, Émilie trouva une porte verrouillée sans étiquette. La plupart de la maison était ouverte, ou du moins, non gardée, mais cette porte avait un sceau étrange et élégant sur la poignée. Le même symbole de couronne que sur la vieille photographie. Elle vérifia le couloir. Vide. À sa grande surprise, la poignée céda avec un léger déclic. À l'intérieur, c'était l'obscurité. Elle chercha l'interrupteur et se figea. Des peintures à l'huile tapissaient la pièce. Massives, royales, formelles. Des hommes et des femmes en tenue élégante, chacun debout avec une posture noble devant des trônes, des fauteuils de velours ou de vieilles bibliothèques. L'arrière-plan de chaque portrait scintillait d'un signe royaux. Blason. Phrase latine. Couronne. Ce n'était pas un album de famille. C'était une lignée. Émilie s'avança, fixant l'un d'eux en particulier, un jeune homme, la trentaine, beau dans un costume élégant. Une épée à la hanche. Une femme à côté de lui en bleu roi, le menton relevé. La plaque de nom en dessous indiquait. Prince Lucian de Vermont. Elle recula en titubant. C'était lui. Lucas. Debout. Les yeux ouverts. Pas aveugle. Pas brisé. Pas juste un homme avec des secrets. Il avait été un prince. Émilie se précipita dans sa chambre, le cœur battant à tout rompre. Vermont. Elle avait déjà lu ce nom, n'était-ce pas un micro-État européen? Une de ces vieilles monarchies qui ne faisaient jamais la une des journaux. Elle s'assit sur son lit, essayant de ralentir sa respiration. Quel genre d'homme prétendait être un milliardaire reclus, aveugle et seul, alors qu'il était autrefois de la royauté? Et pourquoi le cacher? Ce soir-là, elle le revit au dîner. Cette fois, elle l'observa de plus près, comment il comptait ses pas avec de subtils tapotements de sa canne, comment il écoutait avant de parler. Mais ce qui l'a le plus frappé n'était pas ce qu'il faisait, c'était son regard quand il pensait que personne ne regardait. Il avait l'air seul. Hanté. Est-ce que ça vous manque? Demanda-t-elle soudainement. Lucas tourna la tête. Qu'est-ce qui me manque? Votre ancienne vie. Il s'immobilisa. Non, dit-il après une longue pause. Cette vie m'a tout coûté. Émilie se pencha. Mais c'est toujours vous, n'est-ce pas? L'homme de ce portrait. Lucas se leva de table sans un mot de plus. Alors qu'il disparaissait dans le couloir, sa canne tapotant un peu plus vite que d'habitude, Émilie sentit quelque chose de nouveau s'installer dans sa poitrine. Pas de la peur. Pas du ressentiment. De la pitié. Et pire encore, une curiosité qui refusait de se taire. Les matins au manoir il était toujours les mêmes, une quiétude glaçante, l'odeur des roses du jardin ouest, et la sensation omniprésente que quelqu'un écoutait, juste hors de vue. Émilie remuait son thé au petit déjeuner, son regard se posant sur l'homme en face d'elle, silencieux, posé,
illisible comme toujours. Lucas Hill. Ou Prince Lucian de Vermont. Il n'avait pas reconnu ce qu'elle avait vu. Il n'en avait pas eu besoin. Ce regard dans ses yeux la veille, la tempête derrière eux, lui en avait assez dit. Mais elle avait besoin de plus. Elle posa sa tasse. « Pourquoi m'avez-vous épousé, Lucas ?» Il ne broncha pas, continua simplement de manger. « Je mérite de savoir, dit-elle, doucement mais fermement. Vous connaissiez à peine mon nom quand j'ai descendu l'allée. Vous n'avez pas posé de questions à l'époque, répondit-il calmement. Pourquoi maintenant? Parce que je vis dans votre maison. Je vois comment votre personnel agit. Je vois les pièces scellées, les ailes verrouillées. J'ai vu le portrait. Un silence de verre s'étira entre eux. Lucas leva enfin les yeux. La curiosité est un luxe, Émilie. Un luxe qui a des conséquences dans cette maison. Vous dites que je suis en danger parce que je pose des questions? Je dis, il marqua une pause, choisissant ses mots, que certaines vérités ne valent pas le prix qu'il faut payer pour les connaître. Émilie soutint son regard. Et quel est votre prix? Il ne répondit pas. Plus tard dans la journée, Émilie passa par la cuisine pour voler quelques biscuits, la seule rébellion qu'elle pouvait se permettre dans une maison qui lui donnait l'impression d'être un fantôme. L'une des servantes, une petite rousse nommée Clara, jeta un coup d'œil autour d'elle avant de lui glisser un biscuit chaud. Merci, sourit Émilie. Êtes-vous toujours aussi généreuse? Clara hésita, sa voix baissant d'un ton. Vous semblez gentille. Alors je vais vous dire ça une fois. Émilie cligna des yeux. Dire quoi? La main de Clara tremblait légèrement. Ne posez pas de questions. N'allez pas dans l'aile ouest. Et quoi que vous fassiez, ne parlez pas du passé. Pourquoi? Clara regarda autour d'elle nerveusement, puis se pencha. Parce que des gens disparaissent dans cette maison. Ceux qui creusent trop profond. La gorge d'Émilie se serra. Vous voulez dire? Comme des fantômes? Non. Les yeux de Clara rencontrèrent les siens. Le personnel. Avant qu'Émilie ne puisse répondre, la voix d'Harris retentit depuis le couloir. Clara se raidit et s'éloigna rapidement sans un mot de plus. Ce soir-là, Lucas l'invita à nouveau à dîner la 3e fois cette semaine. Il était différent. Plus doux. La raideur de sa posture était toujours là, mais les arêtes vives de sa voix s'étaient émoussées. Autour d'un canard rôti et d'un vin qu'aucun d'eux ne toucha, Émilie rompit le silence. Pourquoi moi? Il expira par le nez. Parce que vous n'aviez rien à perdre. C'est ce qui vous rendait parfaite. Émilie tressaillit. Mais Lucas continua lentement, vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais. Oh. À quoi vous attendiez-vous? À une poupée de porcelaine silencieuse qui resterait là et dirait oui, monsieur à chaque fois que je fronce les sourcils. Il sourit, non pas le sourire froid qu'elle avait vu auparavant, mais un vrai sourire. Honnêtement, oui. Émilie roula des yeux. Désolé de vous décevoir. Vous ne m'avez pas déçu, dit-il. Et cette fois, cela ne sonnait pas comme une répétition. Il y avait quelque chose dans sa voix, une admiration discrète. Du regret. Lucas, dit-elle doucement, vous n'avez pas à faire semblant avec moi. Son visage s'assombrit légèrement. Je ne fais pas semblant. Alors dites-moi pourquoi tout le monde a si peur de cet endroit. Il se leva lentement. Parce que la peur maintient les gens obéissants. Ce n'est pas une réponse. C'est la seule que vous obtiendrez, dit-il. Mais ensuite, après une pause, il ajouta plus doucement, vous apportez quelque chose d'inhabituel dans cette maison. Quelque chose que je n'ai pas eu depuis longtemps. Émilie pencha la tête. Qu'est-ce que c'est? Il regarda vers le feu. La paix. Au 5e dîner ensemble, quelque chose avait changé. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais les silences étaient moins lourds. Lucas s'autorisait de petits sourires. Il écoutait quand Émilie parlait. Une fois, elle le fit même rire, un son profond et surpris qui les fit sursauter tous les deux. Vous n'êtes pas aussi froid que vous le prétendez, le taquina-t-elle. Il haussa un sourcil. Attention. Vous commencez à avoir l'air de m'apprécier. Ne poussez pas votre chance. Mais la vérité était qu'elle l'appréciait. Lentement, exaspérément, elle commençait à s'attacher. Cette nuit-là, alors qu'elle lisait au lit, l'alarme incendie brisa le silence.
stridente, perçante. Elle se redressa d'un bond. Une épaisse fumée commença à s'infiltrer sous la porte. Le cœur battant, Émilie attrapa sa robe de chambre et courut dans le couloir. « Lucas » cria-t-elle, se couvrant la bouche. Elle le vit, au fond du couloir, courant vers la fumée, un manteau jeté sur son épaule. Et il n'utilisait pas sa canne. Pas de tâtonnement. Pas d'hésitation. Il se déplaçait avec la vitesse et l'assurance d'un homme qui voyait exactement où il allait. Émilie se figea. Non. Non, ce n'est pas possible. Lucas, appela-t-elle à nouveau, le souffle coupé. Mais il disparut dans la fumée sans se retourner. Le feu fut rapidement éteint. Trop rapidement, pensa Émilie. Les détecteurs de fumée du couloir n'avaient retenti que quelques minutes avant que le silence ne revienne s'installer. Mais le vrai feu brûlait en elle. Elle attendit que Lucas revienne de l'aile dans laquelle il s'était précipité, la chemise légèrement roussie, le visage rouge mais calme. Pas même une toux. Elle l'attendait dans le salon quand il entra, comme si de rien n'était. « Vous pouvez voir, n'est-ce pas » dit-elle. Sans préambule. Lucas se figea. Émilie s'approcha. « Vous avez couru droit dans la fumée sans trébucher. Pas de canne. Pas d'hésitation. Vous avez vu le feu, Lucas. » Il ne le nia pas. Ne hocha pas la tête. Ne sia pas. Il dit simplement « Asseyez-vous. » Je ne m'assois pas. Je veux la vérité. Il pencha légèrement la tête, comme s'il calculait quelque chose. Puis il soupira et se dirigea vers le piano. Ses doigts effleurèrent le bord, non pas pour l'équilibre. Pour le réconfort. Je ne suis pas aveugle, admit-il. Plus maintenant. Le souffle d'Émilie se coupa. Ma vue a été endommagée, continua-t-il. Il y a 3 ans. Un accident de voiture, qui n'en était pas un. Elle fit un pas tremblant en avant. Votre famille ? Lucas la regarda enfin, et pour la première fois, ses yeux n'étaient pas vides. Ils étaient pleins de tempêtes enfouies. Mon oncle. Le frère de ma mère. Il voulait le trône. Et moi, il marqua une pause, sa voix baissant, j'étais sur son chemin. Les mains d'Émilie se serrèrent en poing. Mais le monde vous croit mort. C'est comme ça que j'ai survécu. Sa mâchoire se crispa. La voiture était piégée. J'ai à peine réussi à m'en sortir vivant. J'ai perdu la vue. Du moins, c'est ce qu'il pensait. J'ai passé des mois à récupérer dans un hôpital privé en Autriche. Quand ma vue est revenue, je l'ai gardé secret. Tout le monde croit encore que je suis mort dans cet accident. Alors vous avez simulé la cécité et vous vous êtes caché dans cette forteresse. Oui, dit-il simplement. Et je vous ai épousé parce que j'avais besoin de quelqu'un sans lien avec la royauté, sans question, sans complication. Émilie déglutit difficilement. Donc je n'étais qu'un bouclier. Au début, dit-il. La pièce était silencieuse, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père. La voix d'Émilie tremblait. J'ai tout abandonné. Mon nom. Ma liberté. Et vous ne pouviez même pas me dire qui vous étiez. Je vous protégeais, dit-il. Moins vous en saviez, plus vous étiez en sécurité. Elle rit amèrement. En sécurité. Je suis enfermé dans une maison avec un faux prince aveuglé sans téléphone. Le personnel m'a averti que je pourrais mourir si je posais des questions. Je ne voulais pas vous impliquer. Vous m'avez épousé, Lucas. Je suis impliqué que ça vous plaise ou non. Ses yeux s'adoucirent. Je ne m'attendais pas à ce que vous comptiez. Émilie recula. Merci. Non, je veux dire, il s'avança, sa voix plus urgente maintenant. Je pensais que ce serait une transaction. Un contrat. Froid et simple. Mais ensuite, vous avez été gentille. Vous avez été têtue. Vous avez redonné vie à cette maison. Elle secoua la tête, les yeux brillants. Vous vous êtes servi de moi. J'avais besoin de vous, dit-il. Et pas seulement pour le plan. Une pause. Vous êtes la première personne réelle que j'ai eue depuis des années, Émilie. Sans motif. Sans politique. Juste vous. Émilie le regarda, déchirée entre la colère et autre chose, la douleur sourde de vouloir le croire.
Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un fracas retentit dans le domaine. Du verre se brisant. Un cri au rez-de-chaussée. Lucas se retourna, l'instinct vif. « Restez ici », ordonna-t-il. Sûrement pas, mais il était déjà parti. Émilie se précipita dans le couloir à temps pour entendre les bruits de lutte provenant de l'entrée principale. Deux hommes masqués, l'un armé d'un couteau, avaient fait irruption par les fenêtres principales. Harris et deux gardes les affrontaient déjà, mais c'est Lucas qui projeta un intrus contre le mur avec une précision terrifiante. L'homme hurla alors que Lucas le désarmait, lui tordant le bras jusqu'à ce que l'arme tombe au sol. Émilie se cacha derrière un pilier, observant Lucas se déplacer comme un soldat, efficace, brutal, conscient. Pas un homme aveugle. Pas même un prince caché. Il était quelque chose de plus dangereux que les deux. En quelques instants, les assaillants furent maîtrisés, mais la tension ne retomba pas. Lucas aboya des ordres à Harris. Fouillez le périmètre. Sécurisez chaque point d'entrée. Et sortez Clara et les autres de l'aile sud, maintenant. Émilie sortit lentement. Lucas, qui était-il? Il se tourna vers elle, le visage pâle mais concentré. Ce n'étaient pas des voleurs. Alors quoi? Ils ont été envoyés par quelqu'un qui sait que je suis en vie. Un silence tomba entre eux. Le genre qui crie plus fort que les mots. Le plan est en train d'échouer, n'est-ce pas, murmura-t-elle. Lucas détourna le regard. Le masque est en train de glisser, admit-il. Et maintenant, vous êtes dedans aussi. Le domaine n'était plus silencieux. Des gardes patrouillaient le terrain par roulement. Les serrures en acier furent remplacées. Chaque domestique fut interrogé, et l'accès aux étages supérieurs fut restreint. Mais Émilie ne se sentait pas plus en sécurité. Au contraire, les murs semblaient maintenant plus étroits, plus froids, comme un calme avant la tempête. Elle trouva Lucas dans le bureau le soir suivant, assis près de la cheminée, une carafe de whisky ambrée à la main. Il ne leva pas les yeux quand elle entra, mais quelque chose en lui changea. « Je pensais que vous vous reposiez, » dit-il tranquillement. « Je ne pouvais pas dormir. » Elle traversa la pièce et se tint à côté de son fauteuil. Impossible de dormir en sachant que quelqu'un est entré dans cette maison et a failli vous tuer. Lucas but une lente gorgée. Il n'était pas là pour vous. Pas encore. Émilie tressaillit. Il leva enfin les yeux. C'est pourquoi j'allais vous renvoyer. Vous n'avez pas le droit de faire ça, dit-elle. Pas après m'avoir entraîné là-dedans. Je ne vous ai pas entraîné, dit Lucas, la voix plus sèche maintenant. Vous avez accepté. Vous avez signé. J'ai signé un contrat pour aider ma famille, pas pour me faire assassiner. Ils se regardèrent, la lueur du feu dansant entre eux. Lucas posa son verre et se leva. Vous devriez me détester. Ce n'est pas le cas, murmura-t-elle. Son souffle se coupa. Je voudrais, ajouta-t-elle. Mais je ne peux pas. Lucas fit un pas de plus. Pourquoi? Parce que vous me donnez l'impression d'exister, dit-elle. Même dans toute cette obscurité. Il hésita, puis tendit la main et écarta une mèche de cheveux de son visage. Vous avez fait de l'obscurité une lumière, murmura-t-il. Et puis il l'embrassa. C'était hésitant au début, comme s'il craignait qu'elle ne se dérobe. Mais quand elle ne le fit pas, le baiser s'approfondit, lent, chaleureux et réel. Une promesse silencieuse. Quand ils se séparèrent, son front reposait contre le sien. Je ne sais pas ce que c'est, murmura Émilie, mais ça semble être la seule chose honnête ici. Lucas ferma les yeux. Alors ne gâchons pas ça avec des mensonges. Mais même en le disant, quelque chose de plus sombre s'agita. Plus tard dans la semaine, Émilie erra dans la bibliothèque, son endroit préféré pour respirer librement. Entre les hautes étagères et les tomes poussiéreux, l'endroit semblait intact par la politique et les secrets. Elle traçait ses doigts le long d'une rangée de livres délavés quand quelque chose tomba en voltigeant, un parchemin plié, vieilli et jauni. Son nom était dessus. À l'encre. Emily Carter. Elle regarda autour d'elle. Personne. Le cœur battant, elle le déplia. Si vous l'aimez, partez maintenant. Ils ne le laisseront pas vivre. Et si vous restez, vous non plus. Un frère qui a déjà essayé de le sauver une fois. Émilie laissa tomber la lettre comme si elle l'avait brûlée. Le frère de Lucas. Il était en vie. En contact.
Pourquoi la prévenir maintenant? Elle se précipita vers Lucas avec la lettre. Il la parcourut rapidement, la mâchoire se crispant. Ezra. Votre frère? Il hocha la tête. Mon demi-frère. Il a toujours suspecté que ce qui m'est arrivé n'était pas un accident. A essayé de me protéger. A payé pour ça. Payer comment? L'exil. Dépouillé de son titre. Il a disparu il y a 2 ans. La voix d'Émilie baissa. Et maintenant, il me prévient. Lucas la regarda. Ce qui signifie que quelqu'un à l'intérieur de cette maison leur donne des informations. La prise de conscience lui glaça le sang. En qui pouvons-nous avoir confiance? Lucas ne répondit pas. Le dîner de ce soir-là fut tendu. Seuls 3 membres du personnel servirent le repas, dont Clara. Émilie observait chaque assiette, chaque verre versé. Lucas la regardait constamment comme s'il sentait son malaise. À mi-chemin du plat principal, son estomac se souleva. Elle cligna des yeux, essaya de se redresser, mais la pièce se mit à tourner. Émilie? Lucas se leva. Elle s'agrippa à la table. Quelque chose ne va pas, ses genoux cédèrent alors qu'elle s'effondrait. Émilie. Des voix. De la panique. Le raclement des chaises. Tout devint flou. Les bras de Lucas s'enroulèrent autour d'elle, la soulevant. Appelez le docteur Faye. Maintenant. L'obscurité s'insinua au bord de sa vision alors que son cœur battait dans ses oreilles. Sa voix fut la dernière chose qu'elle entendit. Je ne te laisserai pas mourir, Émilie. Pas toi. Le SUV noir fendait la campagne nappée de brouillard alors que l'aube se levait à l'horizon. Les doigts d'Émilie tremblaient légèrement sur ses genoux. Lucas, assis à côté d'elle, avait l'air calme, mais elle pouvait sentir la tempête derrière son immobilité. Tu n'es pas obligé de faire ça, murmura-t-elle. Je me suis caché assez longtemps, dit-il. Il est temps qu'il voie que je suis en vie et que je n'ai pas peur. Il se dirigeait vers la capitale royale, où le roi Harold devait apparaître pour la cérémonie annuelle du souvenir. Une occasion parfaite. Des caméras. Des dignitaires. La nation. Et celui qui l'avait trahi. Thomas Hill. Émilie serrait une petite pochette en cuir dans son sac. À l'intérieur, la lettre d'Ezra, de faux documents financiers liant Thomas à la tentative d'assassinat, et des images de surveillance que le personnel de Lucas avait découvertes dans le domaine. Ils avaient des preuves maintenant. Alors qu'ils approchaient des grilles du palais, Lucas enfila son manteau, ajusta son col et prit une profonde inspiration. J'entre. Sans garde. Sans annonce. Juste moi. Émilie le dévisagea. Et s'il t'arrête à vue? Alors tu cours. Je ne te laisserai pas. Il se tourna alors vers elle, enfin, et lui prit la main. Quoi qu'il arrive, dit-il, merci de m'avoir rappelé que je suis plus qu'un fantôme. La grande salle était bondée. Des dignitaires en costume sur mesure. Des journalistes avec des appareils photo clignotants. Le roi, frêle mais droit, se tenait sur l'estrade. Et puis, des halètements. Une onde parcourut la foule alors que Lucas franchissait les portes principales. Toutes les têtes se tournèrent. Les bouches s'entr'ouvrirent. Quelqu'un laissa tomber un verre. Impossible. Est-ce que c'est? Le roi se figea, sa canne tremblante. Thomas, debout à côté de lui, devint livide. Lucas marcha lentement, chaque pas résonnant contre le marbre. La foule s'écarta comme de l'eau. Votre Majesté, dit Lucas en s'inclinant légèrement. Pardonnez mon arrivée impromptue. Le roi cligna des yeux, le souffle court. Lucas. Thomas s'avança vivement. Imposteur. Ce n'est pas lui. Lucas croisa le regard de son cousin. Bonjour, Thomas. Vous avez été déclaré mort, brûlé dans un accident. Brûlé, oui. Mort. Lucas haussa un sourcil. C'était votre plan, n'est-ce pas? Les murmures se transformèrent en clameurs. Émilie s'avança alors, sa voix claire et forte. Nous avons des preuves. Elle brandit les documents. Ceci prouve l'implication de Thomas dans la tentative d'assassinat du prince Lucas. Les fonds. Le certificat de décès falsifié. Les ordres donnés au chauffeur. Thomas se jeta sur elle,
mais les gardes du palais l'entourèrent instantanément. Mensonge. Ce n'est pas une royale, juste une fille qu'il a engagée. Cette fille m'a sauvé la vie, lança Lucas. Elle est restée à mes côtés quand personne d'autre ne l'a fait. Le roi leva la main. Le silence tomba. Il fixa Lucas, l'émotion épaisse dans sa voix. Mon fils. Tu es vraiment en vie. Lucas s'approcha. Le roi lui serra la main comme s'il pouvait disparaître à nouveau. Les larmes aux yeux, le roi se tourna vers la presse. Qu'il soit su, déclara-t-il, que le prince Lucas il est en vie, et qu'il sera nommé mon héritier légitime. Les applaudissements rugirent dans la salle. Thomas, livide, fut emmené en hurlant. Et au milieu de tout ça, Émilie se tenait figée. Lucas se tourna vers elle. On l'a fait. Mais le cœur d'Émilie battait différemment maintenant. Alors que la foule s'inclinait devant elle, l'appelant « Madame », elle se sentit déplacée. Je ne suis pas l'une d'entre eux, Lucas. Il s'approcha. Tu es plus que tous. Mais ma place n'est pas parmi les couronnes et les châteaux. Alors où est ta place? Elle leva les yeux vers lui, incertaine. Et dans ce moment de triomphe, le doute s'installa. L'odeur stérile de l'hôpital était écrasante alors qu'Émilie était assise dans la salle d'attente, le bip étouffé des machines et les voix basses se fondant en un bourdonnement anxieux. La salle d'attente était vide, à l'exception d'elle. Des heures s'étaient écoulées depuis que Lucas avait été emmené en chirurgie, une opération à haut risque, délicate. Le genre de procédure où même les meilleurs chirurgiens peuvent échouer. Mais Lucas avait insisté. Et Émilie avait accepté. Elle l'avait accompagné à travers toutes les autres épreuves, sa survie, sa tromperie, leur amour. Elle ne pouvait pas l'abandonner maintenant. Ses mains serraient un pendentif autour de son cou, une petite croix qui avait appartenu à sa mère. Elle ferma les yeux, murmurant doucement pour elle-même, « S'il vous plaît, faites qu'il voie. S'il vous plaît, faites qu'il me revienne. » Des flashbacks tourbillonnaient dans son esprit. La première fois qu'elle avait vu Lucas, froid, distant, et se cachant derrière sa cécité. Elle n'avait aucune idée du genre d'homme qu'il était ou de ce qu'il avait traversé. Elle ne connaissait que son nom, son sombre passé, et le silence mystérieux qui l'entourait. Mais malgré ses défenses, malgré son refus de faire confiance à quiconque, elle était restée à ses côtés. Elle se souvint de la première fois qu'il avait ri. C'était un son rare, un son qu'elle en était venue à chérir, quelque chose pour lequel elle s'était battue à travers ses guerres d'isolement. Elle se souvint de leur premier baiser, la chaleur et la tendresse qui semblaient briser tout ce qu'il avait construit autour de lui. Ses pensées se tournèrent ensuite vers le moment où elle avait trouvé la pièce scellée du domaine, le portrait de la famille royale, et la prise de conscience que Lucas n'était pas seulement l'homme qu'elle avait épousé par obligation, mais un prince avec un héritage attendant d'être récupéré. Elle l'aimait. Elle aimait l'homme derrière la couronne, derrière la cécité. Elle aimait sa force, sa vulnérabilité, son âme. La porte de la salle d'attente s'ouvrit, et le médecin entra, son expression illisible. Est-ce qu'il... La voix d'Émilie se brisa avant qu'elle ne puisse finir. Le médecin esquissa un petit sourire rassurant. L'opération s'est bien passée. Il est stable. Vous pouvez le voir maintenant. Le cœur d'Émilie bondit. Merci. Elle se leva, à peine capable de retenir le flot d'émotions qui la submergeait. Le médecin la conduisit dans le couloir stérile, leurs pas résonnant dans le silence. Ils atteignirent la porte de la chambre de Lucas. Émilie s'arrêta, sa main tremblant sur la poignée. Elle n'avait aucune idée de ce à quoi s'attendre, de ce que ce serait quand il ouvrirait les yeux pour la première fois. Le médecin poussa la porte, et Émilie entra. Lucas était allongé dans le lit d'hôpital, la tête légèrement relevée par des oreillers. Son visage semblait plus pâle que d'habitude, mais il y avait une paix en lui maintenant, une sensation de calme qu'elle avait rarement vue. Ses yeux étaient fermés, encore lourds d'anesthésie, mais les bandages avaient disparu. Les bandages qui avaient dissimulé sa cécité. Les bandages qui ne le définiraient plus. Les lèvres de Lucas bougèrent légèrement comme s'il avait appelé son nom dans son sommeil. Émilie. Elle s'approcha, le cœur battant à tout rompre. Lucas. Ses yeux s'entr'ouvrirent, mais ce n'était pas une clarté instantanée. C'était un flou, un nuage de blanc et de gris. Il cligna des yeux plusieurs fois, désorienté, plissant les yeux comme s'il essayait de se concentrer sur quelque chose juste hors de portée. Émilie. Sa voix était faible, incertaine,
mais c'était toujours la voix qu'elle aimait. « Je suis là », murmura-t-elle, prenant sa main dans les siennes. Elle pouvait voir la confusion dans son expression. Le monde devait lui paraître comme une peinture abstraite, sa vue revenant lentement comme la première lueur de l'aube perçant un brouillard. Lentement, il tendit la main, les doigts tremblants, cherchant son contact. Sa main trouva la sienne, et il la serra fort, comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse. « Tu es réel. » Sa voix était rauque, un mélange d'émerveillement et d'incrédulité. Émilie sourit à travers les larmes qui menaçaient de couler. « Je suis réel. » Les yeux de Lucas n'étaient toujours pas nets, mais il y avait une pointe de reconnaissance. Il essaya à nouveau, son regard passant de son visage au plafond et inversement. « Je peux voir, mais tout est flou. Je ne te vois pas clairement. » Il marqua une pause, ses lèvres se courbant en un petit sourire fatigué. « Mais je sais que tu es là. Je peux te sentir. » Il resserra sa prise sur sa main, son pouce caressant sa peau. Elle se pencha, sa voix douce. « Tu verras clairement bientôt. Tu as traversé tant de choses, Lucas. Mais nous sommes là. Ensemble. » Lucas cligna des yeux à nouveau, son front se plissant alors qu'il luttait pour donner un sens au monde qui l'entourait. Et puis, comme si quelque chose en lui s'était mis en place, son sourire s'élargit. « Alors c'est à ça que tu ressembles. » Émilie sentit sa poitrine se serrer d'émotion. Elle pouvait à peine respirer alors que sa voix, basse et tendre, remplissait la pièce. « Je savais que tu étais belle, » dit-il, les mots prononcés avec une telle sincérité que son cœur en fut endolori. Elle rit doucement à travers ses larmes, écartant une mèche de cheveux de son visage. « Et toi, Lucas, tu es la plus belle chose que j'ai jamais vue. » Il gloussa faiblement, sa prise sur sa main ne se desserrant jamais. « Tu n'es pas obligé de dire ça. »« Je le pense, » murmura-t-elle. « Tu as toujours été beau pour moi. À l'intérieur comme à l'extérieur. » Les yeux de Lucas se fermèrent un instant, et quand ils se rouvrirent, il y avait une nouvelle profondeur en eux. Une chaleur. Une vie qui n'était pas là avant. « Je ne vois pas comme avant, » murmura-t-il, « mais je peux te voir maintenant. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Émilie alors qu'elle se penchait pour l'embrasser sur le front. Et à ce moment-là, alors qu'elle sentait le poids de tout ce qu'ils avaient traversé, elle réalisa que ce n'était que le début.